Donc l'eau, on peut découper en 3 thématiques. Il y a l'eau de consommation, il y a l'eau de surface et il y a l'eau souterraine. Donc d'abord, si on commence par l'eau de consommation, donc c'est pour permettre de faire la flottation des micas notamment, et également le transport du produit. On pressent un pompage au niveau de la Sioule pour éviter de puiser dans la nappe phréatique, ce qui représenterait 70 mètres cubes par heure, soit environ 1 millième du débit de la Sioule, 0,6% en période d'étiage. Cette eau ensuite sert dans le circuit en circuit fermé, donc qui est recyclé à 95%, et on a une perte d'eau en fait via notre minerai qu'on remblaye parce qu'il a une humidité, le remblai pour qu'il se tienne avec le ciment, ce qui correspond à cette perte de 45 mètres cubes, et également le minerai qu'on envoie par train, qui aurait une humidité résiduelle pour éviter de générer de la poussière. Et finalement, nos 2 seules pertes d'eau sont dans le minerai et les résidus qu'on enfouit. Ensuite, si on parle des rejets, les rejets dans le milieu naturel ne viennent pas du tout de l'installation ou du process. Ce sont les eaux de ruissellement qui vont tomber sur le site, comme on le fait aujourd'hui avec les kaolins de Beauvoir. Les eaux de ruissellement doivent être contrôlées. On va les acheminer à des endroits qui sont choisis. On a des décanteurs si nécessaire, et on a de toute façon une station de mesure au point bas, c'est-à-dire à la zone de sortie des eaux, qui nous garantit la qualité, également les débits, avec un canal Venturi. On a le contrôle des qualités, des quantités, et de toute façon, on se conformera à notre arrêté préfectoral. Donc voilà, il n'y aura pas de contamination sur la présence de produits chimiques. On pourra y revenir. Ils seront évidemment sécurisés dans des bacs de rétention. Donc voilà, c'est l'eau de surface, ce sont les eaux de ruissellement. Enfin, sur les eaux souterraines, alors évidemment, c'est une notion qui est un petit peu plus complexe parce qu'on n'a pas une observation directe des eaux souterraines. Donc c'est une observation qui nécessite du temps parce qu'il faut observer les eaux souterraines sur plusieurs saisons. Donc on peut distinguer 3 étapes finalement. D'abord, il y a décrire l'état initial, comment fonctionnent les eaux souterraines aujourd'hui. Pour ça, déjà, on a le contexte géologique, la lithologie, c'est-à-dire quelles sont les formations rocheuses, est-ce qu'elles sont des roches qui sont structurées, est-ce qu'elles sont très altérées en surface. Donc voilà, on sait déjà que les eaux souterraines ont plutôt tendance à circuler dans les 30 premiers mètres, là où les zones sont altérées. Plus bas, la roche est saine, il y a moins de circulation, on parlera plutôt de circulation fissurale. Pour établir ça, on a fait déjà 70 points de mesure. Alors sur la carte d'ici, on voit peut-être pas très bien, mais on pourra la repartager. Alors il y a des mesures qui sont faites en surface en des cours d'eau, notamment au niveau de captage ou de résurgence, mais également des piézomètres. Donc les piézomètres, ce sont des ouvrages, ce sont des sondages en fait, où on va faire un trou dans le sol à la verticale et on va mettre une sonde qui va nous permettre de mesurer la hauteur de l'eau. On peut également pomper l'eau pour voir sa qualité. Et en fait, en plaçant un réseau de piézomètres, on arrive à voir l'influence d'un piézomètre vers un autre. Donc c'est comme ça qu'on arrive à déterminer les circulations. On va mettre un piézomètre à un endroit, un piézomètre 100 mètres plus loin. Si on pompe l'eau dans ce piézomètre ici, est-ce qu'il va y avoir un impact sur le piézomètre situé à 100 mètres? Est-ce qu'il va descendre de 2 mètres? Est-ce qu'il ne va pas bouger? Au bout de combien de temps, etc. Donc évidemment, c'est beaucoup de tests, ça prend beaucoup de temps. Mais ça nous permet de décrire l'état initial qui est ensuite modélisé dans un logiciel. Et donc on fait une modélisation hydrogéologique des écoulements de surface et souterrains. La deuxième étape, une fois qu'on est sûr de ce modèle, on va le vérifier, hein, on peut faire des tests de pompage et vérifier que le modèle a eu les bonnes prédictions, on va intégrer le projet minier. Dans le modèle, on va dire OK, on met une mine de 400 mètres à moins 75 mètres, qu'on va phaser évidemment parce qu'on ne sort pas toute la roche d'un bloc, donc il y a plusieurs phases sur 25 ans, et on va voir par phase, est-ce que le modèle décrit une baisse de certains piézomètres, une influence sur les écoulements des eaux, est-ce qu'on crée des nouveaux contacts, est-ce qu'on assèche la nappe, on la abaisse, etc. Donc ça, c'est la modélisation à l'étape projet. Donc c'est un moment très important. Donc il faut déjà être précis dans le projet qu'on veut faire mouliner là-dedans. Enfin, troisième étape, c'est il y a des impacts, oui, mais est-ce qu'on a des mesures pour éviter ces impacts, réduire ces impacts, compenser ces impacts? Donc si on voit qu'on a un rabaissement de nappe selon le modèle hydrogéologique, ok, est-ce que c'est des eaux qui viennent de fissures par exemple? Si oui, on a des méthodes pour
contrôler les fissures par des méthodes d'injection. Alors c'est très connu dans les travaux publics, notamment pour la création de tunnels, la création de réseaux de métro, quand ils passent sous la Seine, pour le tunnel sous la Manche, pour le tunnel sous le Mont Blanc, tout un tas d'ouvrages où c'est parfaitement géré. Et ce type d'ouvrage traverse des dizaines et des dizaines de formations géologiques différentes, parfois beaucoup plus fissurées, avec beaucoup plus de contraintes, et ils s'en sortent. Voilà, je discute avec certains experts qui disent arriver dans du granit sain, comme on a à Beauvoir, finalement, c'est loin d'être un défi insurmontable. C'est évidemment une question de moyens. Et on l'a montré, le projet Émilie, on est prêt à mettre les moyens pour être le moins impactant possible. Donc ça, c'est éviter finalement des zones qui auraient peut-être trop d'infiltration, s'il y en a, réduire avec des injections. Et s'il y a des impacts résiduels, il y a également des moyens de compenser en remettant de l'eau, en réinjectant de l'eau, par exemple, pour limiter les rabassements de nappes, par exemple.